Bonjour à tous, merci de me donner cette opportunité de vous présenter les données EHA et ASCO 2020 virtuelles pour ce premier webinaire organisé par l'IFM. Et donc en binôme avec le professeur Moreau, je vais me focaliser sur la présentation des principaux résultats qui portent sur les sujets éligibles à l'intensification thérapeutique en première ligne dans le cadre du myélome multiple. Alors, je vais vous présenter principalement des données sur les patients de haut risque, avec premièrement l'actualisation de l'étude Stamina, qui permet de donner deux éléments de réponse sur l'intérêt de la double autogreffe chez les patients de haut risque, et également des questions importantes sur la durée de la maintenance par le lénalidomide. Et enfin, à la fin de la présentation, je vous montrerai les données de l'étude concept avec une quadrithérapie en première ligne pour les patients de haut risque, isatuximab KRD. À la fin de cette présentation, il y aura une partie où vous pourrez discuter et poser vos questions directement avec le professeur Moreau pour qu'on puisse apporter des éléments de réponse. Concernant l'étude Stamina, c'est une grosse étude américaine qui a inclus des patients au début des années 2010 jusqu'à la moitié 2015-2016. Les patients étaient en première ligne de traitement, mais ils pouvaient être aussi en deuxième ligne. Ils recevaient un régime d'induction qui pouvait différencier, qui était à l'appréciation du clinicien. Puis ils rentraient dans l'étude et recevaient tous une première intensification thérapeutique par melphalan 200 mg mètre carré. Et ensuite, il y avait 3 bras randomisés, soit pas de consolidation et un traitement de maintenance, soit VRD 4 cycles avec des modalités de VRD bortezomib 1,3 mg mètre carré, 1, 4, 8, 11, lénalidomide 15 mg J1, J15, et les cycles toutes les 3 semaines. Et après ces 4 cycles de VRD, également un traitement de maintenance, ou le troisième bras, une autogreffe melphalan 200 mg mètre carré, suivie d'une maintenance par lénalidomide. Vous voyez que la maintenance, elle était à la posologie de 10 mg pour 3 cycles, puis elle était passée à 15 mg par jour. Cependant, il y a eu un amendement en 2014 qui a permis de prolonger la durée de la maintenance qui était théoriquement de 3 ans pour la continuer jusqu'à la progression ou toxicité non supportable. L'objectif primaire de cette étude était la PFS à 3 ans dans les 3 groupes. Voici les caractéristiques des patients. On se focalise principalement sur les données de high risk qui sont 30% dans les 3 groupes. J'ai remis ici les définitions dans cette étude des high risk puisqu'elles diffèrent selon les études. Une bêta-2 élevée, des anomalies cytogénétiques, 4-14, 14-20, 14-16 DEL17P, des lésions de 13 au carotide standard ou une hypodiploïdie. Le régime d'induction reçu par les patients était libre, mais majoritairement les patients ont reçu du VRD en induction ou du VCD. 10% recevaient soit du Revdex, soit du VD. 85% des patients dans les 3 groupes étaient en première ligne, il y avait 13 à 15% de patients qui étaient en deuxième ligne, et la réponse au moment de la randomisation, c'est-à-dire après l'induction, elle était pour plus de 90% des patients, il y avait une réponse qui était obtenue avec ce traitement d'induction. Quand on regarde le flowchart de ces patients, donc ils sont randomisés de manière équilibrée dans les 3 bras, et quand on regarde dans le bras double autogreffe, le bras tandem, on s'aperçoit que certes, les patients ont reçu la première autogreffe, mais quand on regarde la deuxième autogreffe, il y a à peu près 80% des patients qui n'ont pas reçu cette autogreffe. J'ai remis ce tableau pour pouvoir interpréter par la suite les résultats, et à la suite, les patients ont pu recevoir la maintenance. Également dans le bras consolidation par 4 cycles de VRD, il y a également une trentaine de patients qui n'ont pas pu recevoir la consolidation et qui ont ensuite continué la maintenance, alors que dans le bras auto puis maintenance, la majorité des patients ont pu recevoir les traitements comme planifié antérieurement. Concernant les résultats qui ont déjà été publiés dans le JCO en 2019, c'était sur la PFS à 18 mois, et on voit dans les 3 groupes, double auto, simple auto et la maintenance, il n'y a pas de différence en termes de PFS, en termes d'OS, entre ces 3 groupes quand ils sont comparés l'un par rapport à l'autre. Vous avez ici en haut à droite les données sur la PFS et en bas à droite les données sur l'OS. Et donc à l'ASCO 2020,
il y a eu une actualisation après un suivi de 6 ans sur la PFS et sur l'OS dans les 3 groupes, et également des données sur les seconds cancers lors de la maintenance. Et concernant la maintenance, qui était planifiée initialement pour 3 ans, il y a aussi une étude sur la PFS et l'OS pour les patients qui ont maintenu la maintenance après ce délai de 3 ans planifié antérieurement. Alors voici les données présentées sur la PFS à gauche et l'OS à droite, en intention de traiter dans les 3 groupes. Et là encore, c'est le même résultat qu'à 3 ans. Il n'y a pas de différence en termes de PFS et d'OS dans les 3 groupes, quelle que soit l'intensité en fait des traitements reçus. Cependant, quand on regarde pour les patients de haut risque, selon la définition de cette étude, encore une fois, à gauche, la PFS, à droite, l'OS. Et là, cette fois, c'est une analyse per protocole. C'est affiché ici. C'est-à-dire uniquement les patients qui ont pu recevoir les traitements comme ils devaient le recevoir, c'est-à-dire la double autogreffe. Là, c'est uniquement l'analyse sur les 170 patients. Donc, quand on peut recevoir cette double autogreffe, il y a un bénéfice en termes de PFS qui ne sont pas en termes d'OS, de manière statistiquement significative pour les patients de haut risque. Concernant la durée du lénaludomide, vous voyez ici la comparaison en PFS et en OS pour les patients qui ont arrêté le traitement de maintenance à 3 ans versus ceux qui l'ont continué. Et là aussi, sur l'analyse à 5 ans, en PFS et en OS, il y a une différence. Il y a une différence statistiquement significative, principalement pour les patients de risque standard. Pour ce qui est de l'OS, il n'y a pas encore de différence significative avec un petit p qui est à 0,09. Donc cette étude, même si initialement c'était 3 ans de durée fixe, il y a eu cet amendement en 2014 qui a permis de prolonger, va plutôt dans le sens de maintenir le lénaludomide, bien sûr quand il est bien toléré et que la réponse est toujours là, de le maintenir d'une manière prolongée, en tout cas après les 3 ans. Cette étude, bien sûr, il faudra prendre des interprétations avec d'autres études qui soulèvent l'intérêt de la double autogreffe, notamment l'étude de l'EMN 02 et du groupe Ovon. Je vous ai remis les résultats principaux et il y a quelques différences entre ces 2 études, notamment sur le régime en induction reçu. Dans l'EMN, c'était du VCD à dose et à durée fixe de 4 cycles. Là, dans l'étude Stamina, ça peut être n'importe quel régiment et les patients étaient diagnostiqués en médiane depuis 5 mois. 60% des patients recevaient du VRD, mais il pouvait y avoir uniquement des doublés. Et surtout, le résultat principal, en tout cas à prendre en interprétation, c'est que 32% des patients n'ont pas pu recevoir la deuxième autogreffe dans le groupe du tandem et 12% des patients n'ont pas reçu la consolidation par VRD comme il était planifié. Donc, probablement que les patients les plus éligibles, en tout cas ceux qui en bénéficient le plus, devraient être mieux sélectionnés dans la vie pratique pour pouvoir extrapoler ces résultats. Le résultat principal quand même sur le suivi au long cours à 5 ans et 6 ans, c'est que en termes de PFS et d'OS en intention de traiter, il n'y a pas de différence pour l'ensemble des patients dans les 3 groupes, auto-maintenance, auto-maintenance ou auto-consolidation et maintenance. La double autogreffe, probablement favorable pour les patients de haut risque qui peuvent bénéficier, qui n'ont pas trop de toxicité après la première autogreffe. Et encore une fois, attention sur les définitions des hauts risques qui peuvent différencier selon les études et selon les années où elles ont été menées. Et encore une fois, là, le résultat, c'était sur une analyse per protocole que ce résultat statistique sort. Je vous ai pas présenté les résultats, mais il a été présenté que l'incidence de second cancer est identique dans les 3 groupes, avec ou sans arrêt à 3 ans du lénaludomide. Et enfin, la durée de la maintenance, ça soulève encore des questions. Faut-il maintenir la maintenance par lénaludomide jusqu'à la progression, au risque de rendre les patients réfractaires à ce traitement? On n'a pas encore les données sur la PFS2 pour ces patients-là, et les données sur la MRD de cette étude vont être prochainement publiées, seront disponibles. La deuxième étude dont on voulait vous parler, c'est cette quadrithérapie présentée par Katja Weissel pour le groupe allemand de l'association Disaxumab, Carfilzomib, lénaludomide et dexaméthasone en première ligne chez les patients. Là, c'est une étude uniquement consacrée aux patients de haut risque. Et donc, c'était une analyse intermédiaire qui a été présentée de cette étude concept.
Donc, dans une étude de phase 2 menée dans 20 centres allemands, uniquement les patients de haut risque cytogénétique. Je vous présente les données principalement sur 120 patients éligibles à l'intensification thérapeutique. Il y a aussi une autre partie sur les patients non éligibles. Et les patients recevaient 6 cycles d'isatuximab KRD, une consolidation et une maintenance. Et il y avait une première phase de safety run sur 10 patients pour juger la toxicité et la façon dont on pouvait mobiliser les cellules souches, qui a montré un profil de sécurité favorable. Donc là, il faut se concentrer uniquement sur la partie gauche de la slide. Les patients au diagnostic d'un myélome avaient une fiche qui était réalisée pour tout de suite distinguer les patients de haut risque cytogénétique sur la DEL17P, 414, 1416 et les anomalies du 1Q21, 6 cycles d'isatuximab KRD, une première, voire une deuxième autogreffe, 4 cycles de consolidation, puis une maintenance, qui est en fait une maintenance assez lourde, une consolidation, on va dire, prolongée, d'isatuximab, carfilzomib et revlimid. La posologie, en tout cas l'utilisation du carfilzomib était en bi-hebdomadaire et l'objectif primaire de cette étude sont sur des données de MRD en NGF à la fin de l'induction. Donc les premiers résultats sur les réponses, sur les 50 premiers patients évaluables, c'est qu'il y a une réponse globale de 100%, plus de 90% de VGPR, 46% de RC ou de RCS. Et sur les premières données concernant la maladie résiduelle, uniquement sur les 33 premiers patients évaluables, il y avait 20% de patients qui étaient en MRD négatif. En termes de toxicité, on sait que l'association de 4 drogues en première ligne peut être toxique. Et là, on retrouvait une neutropénie de grade 3 ou 4 dans 34% des cas et anémie et thrombopénie autour de 10% des cas. Concernant les toxicités non hématologiques, elles étaient d'ordre infectieux au premier plan, mais pas de grade 3-4. Il n'y a pas eu de décès dans cette étude. Et avec l'utilisation de ces drogues, 10%, voire un peu plus d'hypertension de grade 3-4 et 4% d'insuffisance cardiaque. Cette étude sera à comparer avec ce qui a été présenté lors de l'ASH 2019, notamment sur l'étude Master, l'association en première ligne du daratumumab, carfilzomib, revlimid, dexamethasone chez les patients éligibles, qui montrait là aussi un très haut taux de réponse avec plus de 100% de patients en VGPR ou plus, et des données en termes de maladie résiduelle négative très importantes. Et sur cette étude master, quand on se concentre uniquement chez les patients de haut risque, il a été montré que 38% des patients de haut risque, selon les 3 données 14, 16, DEL17P, 38% obtenaient une MRD négative à 10-5 et 14% à 10-6. Et c'est ces résultats qui seront intéressants à analyser avec l'association isatuximab KRD. Donc cette étude concept, c'est la première étude qui teste cette quadrithérapie en première ligne et une étude uniquement focalisée sur les patients de haut risque, c'est vraiment ceux pour lesquels il y a besoin de faire des progrès dans les prochaines années. Les taux de réponse importants, plus de 100% de réponse globale, 60% de maladies résiduelles négatives, mais uniquement chez les 20 premiers patients. On va attendre d'avoir les données de PFS et d'OS, mais l'isatuximab sera testé également dans d'autres essais randomisés chez les patients de haut risque cytogénétique. Et enfin, je profite en conclusion de faire la pub pour le site de l'IFM où Laurent Frenzel a pu lister les différentes ALTU disponibles et ce sont aussi des données disponibles sur le site de l'ANSM puisque l'isatuximab a eu une AMM européenne et une ATU de cohorte depuis décembre 2019 dans une indication précise chez les patients en rechute ou réfractaires après au moins 2 lignes, dont le lénalidomide et un inhibiteur du protéasome qui pourrait bénéficier de l'association anti-C38 avec le POPDEX selon les modalités de l'essai Icaria publié dans le Lancet en 2019. Et donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'IFM pour consulter ces données disponibles. Donc voilà les 3 présentations qu'on voulait mettre en lumière sur les données de la double autogreffe pour les hauts risques, sur la durée de la maintenance du lénalidomide et enfin cette nouvelle association ISA-KRD. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat ou en direct au professeur Moreau et on essaiera d'y répondre avec plaisir. Merci de votre attention.